Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je vais vous parler des techniques et des méthodes qu'on développe à l'EPFL pour représenter l'information historique. Peut-être en guise d'introduction, peut-être une petite publicité sur un colloque que nous organisons l'an prochain en juillet, du 6 au 12 juillet, entre l'Université de Lausanne et l'EPFL, qui est le colloque Digital Humanities, le colloque annuel des humanités digitales, et que nous avons la chance d'accueillir en Suisse. Donc on espère que ce sera un grand moment pour cette communauté, pour retrouver la communauté internationale et la faire rencontrer la communauté suisse, dont on a vu qu'elle était extrêmement dynamique depuis un certain nombre d'années. Le projet que je vais prendre comme exemple, mais vous verrez en fait que le type de technologie et de méthode dont je vais discuter va au-delà de ce projet. C'est un projet que nous menons avec l'université Ca' Foscari de Venise et qui a pris comme objet de modélisation la ville de Venise, son histoire et son réseau méditerranéen. Une des particularités de Venise, c'est que dès sa fondation, et en tout cas sur les 1000 ans qui ont duré la République vénitienne, Venise a été toujours un État bureaucratique, c'est-à-dire qu'il notait absolument tout ce qui se passait dans la ville, tous les bateaux qui rentraient, tous les bateaux qui sortaient, tous les procès, tous les changements sur la ville elle-même, ce qui fait que nous avons une mine d'informations qui sont en grande partie aujourd'hui contenues à l'Archivio di Stato, les archives d'État, dans des couloirs comme celui que vous voyez ici, 80 km d'archives qui détaillent véritablement au jour le jour la vie quotidienne à Venise et dans l'Empire vénitien. Et cette mine informationnelle, l'idée du projet, c'est de la transformer en un système d'information géant. Alors, il y a plusieurs étapes. La première, qui est évidemment difficile et qui a ses propres challenges, c'est la numérisation déjà de ces documents anciens, avec des objectifs d'aller vers à peu près 450 volumes par jour. On parle du type de document que vous voyez en fait sur la table ici, ce type d'acte du Sénat ouvert. Ça représente probablement aux alentours de 100 terabytes de données. Et il y a évidemment des challenges de numérisation spécifiques. Ce ne sera pas véritablement le sujet de mon exposé aujourd'hui. Et nous pourrons éventuellement en discuter dans la discussion tout à l'heure si cela vous intéresse. Une fois que vous avez ces images de ces documents, vous devez évidemment passer à une phase qui est extrêmement difficile aussi, qui est la phase de transcription. Je vous montre ici un document du XVe siècle, un acte du Sénat, qu'on arrive à peu près à lire, mais vous voyez, ce sont quand même des écritures manuelles, et surtout, elles ont une grande variabilité sur la période qui nous intéresse, une période de 1000 ans. Vous avez une variation linguistique, une grande partie en latin médiéval, qui lui-même évolue de manière régulière au fil des ans dans la manière dont il est exprimé. Et puis les écritures changent de manière extrêmement importante. Avec en particulier de plus en plus de difficultés. Plus on s'avance dans le temps, plus les écrits à la main sont difficiles à lire. Reste que si les techniques automatiques aujourd'hui de reconnaissance de caractères ont beaucoup de mal avec ce type de document, quand vous combinez en fait ces méthodes avec de très bons modèles linguistiques, et nous avons beaucoup d'informations sur à la fois la manière dont ces documents étaient écrits, où les scribes étaient formés, et des informations linguistiques générales sur les langues de ces époques. Et si vous les mélangez également à des informations contextuelles, vous pouvez créer des détecteurs spécifiques, travaillant par exemple à l'échelle d'une décade. Vous prenez les documents de 1320 à 1330, et nous avons de bonnes chances de penser qu'avec ce niveau de précision, vous allez avoir des possibilités d'une transcription automatique avec un niveau d'erreur qui sera acceptable.
De nouveau, ça ne va pas être le sujet de mon exposé aujourd'hui, mais plutôt finalement la question suivante, c'est-à-dire comment nous pouvons, à partir de ces transcriptions, extraire de l'information sémantique, entre guillemets, sur les personnes, sur les lieux et sur ce que ces personnes font. On estime qu'environ, on peut extraire à partir de ces archives quelque chose comme 10 milliards de relations liant des entités entre elles. Et un système d'information qui nous permet ensuite de poser des questions multiples. On peut se demander qui habitait dans un palazzo particulier en 1325 ou combien de familles ont habité dans ce palazzo sur une centaine d'années. On peut se demander combien coûtait la dorade au Rialto en 1433 ou des informations sur le commerce, etc. On peut croiser ces informations et ces requêtes de manière potentiellement extrêmement complexe. C'est exactement ce système de représentation sémantique, c'est aussi la base du système que nous construisons au-dessus, qui est un système géohistorique dans lequel l'ensemble des lieux sont représentés dans un système d'information géographique et qui nous permettent de reconstituer, par exemple, le développement de la ville de Venise ou le développement de son empire méditerranéen. J'ai pensé que dans un workshop comme celui-ci, ça valait peut-être la peine de rentrer peut-être au-delà finalement de la vision générale de ce projet, dans un élément clé de ce projet qui est le système que nous développons pour la représentation sémantique de ces données, parce qu'on est face à des données qui sont particulières, qui sont historiques, mais qui en fait ont des problèmes qui sont communs avec beaucoup des choses dont on a discuté aujourd'hui, et peut-être avec certains des problèmes que vous rencontrez dans vos propres pratiques. Nous construisons avec mon postdoctorant Marc-Antoine Nussli un nouveau langage formel de description sémantique que nous espérons en fait adapter à la recherche en histoire et qui se base par contre sur l'ensemble des standards existants, on ne réinvente pas la roue. Il s'appelle pour l'instant le Meta-RDF et je vais essayer de vous présenter pourquoi nous avons besoin de faire cette évolution et comment en fait elle se présente dans le détail. Un des traits de la connaissance historique, c'est qu'elle est fondamentalement incertaine. Une connaissance historique est une vision particulière d'un événement historique qui se base le plus souvent sur un certain nombre de sources, mais aussi sur les interprétations, évidemment, qui sont faites à partir de ces sources. On en a discuté un petit peu cet après-midi. Et généralement, c'est vrai que la recherche historique se présente sous la forme d'une synthèse, ça peut être un récit, ça peut être une carte, ça peut être un rapport, et qui rend plus ou moins bien compte du processus intellectuel qui a conduit à sa création. Et ça, évidemment, c'est potentiellement un problème. Notre approche consiste à coder la connaissance historique tout en documentant l'ensemble des processus intellectuels qui conduisent des sources jusqu'à cette connaissance. C'est ça l'objectif du système que nous essayons de produire. Et il y a pour cela un problème, qui est notre problème de départ, c'est que les langages de la représentation de la connaissance qui sont liés au web sémantique, et dont nous avons parlé cet après-midi, par exemple c'est les triplés RDF, ou le langage pour les ontologies qui s'appelle OWL, OWL, ont un défaut majeur et qui va nous limiter en fait dans ce cadre. Ce défaut, c'est que les connaissances exprimées, les triplés RDF, quand vous dites une connaissance que vous avez par exemple extraite d'un document, eh bien elles ne sont pas du même ordre que le contenu de ces connaissances. Je vais m'expliquer. Un problème pratique que vous rencontrez, c'est que vous n'avez pas la possibilité de représenter des métaconnaissances, c'est-à-dire de dire quelque chose sur le triplet RDF que vous venez de construire. Vous ne pouvez pas dire d'où il vient, vous ne pouvez pas dire son incertitude, autant d'informations dont on a rapidement besoin dès qu'on fait affaire à un grand système d'information historique. Donc, nous avons la nécessité, pour attaquer ce problème, de concevoir un système qui travaille sur deux niveaux de connaissances. Et ce premier niveau va devoir documenter la provenance, la nature, la formalisation des connaissances historiques, et le second, les connaissances historiques elles-mêmes. Alors comment nous pouvons faire ça? Vous allez voir, ce n'est pas finalement si compliqué, et nous pouvons même réussir cette adaptation en conservant notre compatibilité avec les normes internationales actuelles. Les informations du second niveau, c'est-à-dire la connaissance historique, nous allons les exprimer sous forme de triplés RDF réifiés. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire en pratique. Alors que les informations de premier niveau, celles de la métaconnaissance historique, nous allons les modéliser sous forme de triplés RDF normaux. Je vous explique. Alors, un triplet RDF, c'est un ensemble de trois éléments, un sujet, un prédicat et un objet.
Par exemple, je peux dire que le sujet construction du Rialto, comme étant un événement, eh bien, a duré de 1588 à 1591. C'est une connaissance historique que je peux extraire d'un livre, par exemple. Et ça prend cette forme RDF qui va lui permettre de s'associer à d'autres éléments et de constituer un grand graphe sur lequel nous allons pouvoir raisonner. Le problème, c'est qu'en tant que tel, je ne peux rien dire sur ce triplet si je l'exprime de cette manière-là. Et donc, nous allons utiliser une astuce. Cette astuce, c'est de remplacer ce triplet par 3 triplets RDF en créant une unité que nous allons appeler par exemple le statement 134 dans mon exemple, et en disant, cette connaissance, en fait, ça caractérise le statement 134, et je vais le définir comme étant un sujet, la construction du Rialto, un prédicat, has time span, le temps que ça a duré, et puis un objet, 1588, 1591. Donc ça m'a coûté 3 triplets pour faire la même chose, mais il y a un grand avantage dans cette nouvelle représentation, c'est que je peux l'étendre. C'est-à-dire qu'à partir de là, je n'ai plus de limitation, je peux mettre un 4e triplet qui va nous dire cette information que je viens de vous dire, dans mon système, elle a une certitude de 0,8 par exemple. Je peux aussi dire que c'est moi en fait qui l'ai créé. Et ça, vous allez voir, ça peut être important si éventuellement je veux des informations qui viennent de certaines sources et pas d'autres. Et ça, je peux rajouter autant d'informations que je veux sur cette information historique, je ne suis plus limité du tout. Donc ça, c'est juste une astuce finalement syntaxique et vous allez voir que ça va débloquer pas mal de choses. La base de connaissances que nous créons ainsi va contenir donc des métaconnaissances historiques, c'est-à-dire des connaissances sur la création des connaissances historiques. Et ces métaconnaissances vont pouvoir documenter le choix des sources, les phases de transcription, le codage, l'interprétation, et que ce soit des processus qui ont été réalisés par des humains ou par des machines. Je peux tout à fait, par exemple, dire que le mot Rialto, la chaîne de caractères Rialto, a été associée à l'entité Rialto Bridge, qui constitue un symbole dans mon système, par un algorithme d'extraction sémantique, je vous ai parlé de ça il y a quelques minutes, et dire, voilà, cette opération a été faite, elle est peut-être fausse. Et à partir de là, je vais documenter à la fois la connaissance qui a été produite, le fait que le terme Rialto, en fait, correspond à l'entité Rialto Bridge, c'est ce que vous avez dans ces 3 premiers triplets ici, et puis ensuite, le fait que je suis sûr de ça à 90%, et le fait que j'ai utilisé une méthode particulière qui est, par exemple, la comparaison avec une entrée que j'ai sur Wikipédia et qui va me permettre de considérer que le terme Rialto, dans le contexte où il était utilisé, correspondait à la manière dont il est utilisé dans Wikipédia. Et c'est une méthode pour faire ce type d'extraction, par exemple. Mais cette méthode, elle a des faiblesses et ça m'intéresse, au moment où j'insère cette connaissance dans le système, de dire d'où elle vient. Ici, c'est un processus technique. Ça aurait pu être une personne qui a fait cette interprétation. J'aurais voulu également en garder la trace. Donc cette approche va nous permettre, et ça c'est le 2e concept, après cette notion de triplet réifié, de créer des espaces de connaissances cohérents, localement, basés par exemple sur les mêmes sources ou sur les mêmes méthodes, et nous donner une grande flexibilité pour faire ça. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez créer un espace documentaire qui va décrire par exemple les ressources bibliographiques que vous allez utiliser pour un projet donné. On va appeler cet espace documentaire D par exemple. Et je vais associer à cet espace documentaire un espace fictionnel qui va décrire les connaissances extraites de ces ressources bibliographiques. J'utilise le terme fictionnel justement pour indiquer que ces connaissances, elles ne sont peut-être pas sûres, c'est peut-être pas la vérité, c'est ce qui est contenu dans un certain nombre de sources qui sont dans mon espace documentaire. Je voulais vous montrer comment le faire, vous voyez, pour bien vous montrer que c'est quelque part assez simple, sur un exemple en tout cas. Je crée mon espace documentaire en disant de nouveau avec un triplet, qui s'appelle My Document Space, que c'est un espace de connaissances, un knowledge space. J'indique par ailleurs que c'est moi qui l'ai créé, ça peut servir. Et puis je vais lui associer une ontologie, c'est-à-dire un certain nombre de règles pour écrire les triplets qui vont être utilisés. Et comme c'est un espace documentaire, je vais me servir d'une ontologie peut-être standard dans ce domaine, par exemple Dublin Core ou une autre. Vous n'avez pas d'obligation, vous pouvez vous servir de celle que vous voulez, celle que vous aimez dans votre système bibliographique.
Je vais ensuite créer un document dans cet espace documentaire, simplement en indiquant que le document, par exemple, même méthode, c'est le livre. C'est un livre qui je vais appeler Histoire de Venise et qui a la caractéristique voilà, d'être un livre. Et puis, je vais indiquer que ce document fait partie de mon espace documentaire, de nouveau avec un triplet RDF. Ensuite, je vais dire quelque chose de plus qui va être utile pour notre système, c'est de dire que ce document est une chose un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est une source de connaissances. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire référence à ce document pour extraire d'autres statements. Voilà. Et donc, pour ce faire, j'indique simplement que voilà, il y a une source ici de connaissances qui est représentée par ce livre sur l'histoire de Venise et que par ailleurs, je déclare que cette source fait partie de cet espace documentaire. C'est un tout petit peu technique, mais ça nous simplifie beaucoup la vie et ça nous permet ensuite de créer cet espace fictionnel associé à ce livre, un autre espace, donc je le déclare de la même manière. Je dis que cette fois-ci que c'est un espace nouveau, qui est aussi un espace de connaissances. C'est toujours moi qui le crée. Et puis je vais considérer que celui-ci, par contre, a une autre ontologie, parce que typiquement, quand vous êtes un historien, vous allez décrire un certain nombre de connaissances ou de choses que vous extrayez selon peut-être votre propre langage, ou au moins le langage de votre groupe ou de votre unité. Mais à la limite, nous devons laisser la possibilité à n'importe quel historien de le faire comme il le souhaite. Et donc, vous avez la possibilité de dire la manière dont vous allez organiser votre connaissance en ayant votre propre ontologie ici. Et puis vous faites le lien, c'est-à-dire que vous dites que cet espace, par ailleurs, importe des espaces de connaissances de votre espace de document. Ensuite, vous créez dans votre espace de connaissances deux triplets réifiés, c'est-à-dire que j'ai par exemple l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le fait que j'ai cet événement, la construction du Rialto, qui a eu un effet sur l'élément Rialto Bridge, le pont du Rialto, et puis j'indique que cet événement, vous voyez ces deux entités correspondant à un événement, eh bien ça a duré de 1588 à 1591. Et puis j'introduis ces deux éléments dans mon espace de connaissances, dans mon espace fictionnel ici, et enfin je fais le lien, je dis que cette information, eh bien, je l'ai tirée de la source de connaissance numéro 1, qui se trouve être le livre que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, ce qui est important, c'est un tout petit peu verbeux, et puis vous verrez que derrière, en fait, il y a des méthodes pour rendre ça tout à fait automatique et rapide, mais ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer un tout petit peu dans le détail, c'est vous montrer que nous pouvons extraire à tout moment la connaissance historique qui correspond à un certain contexte de provenance, et donc à une réalité historique possible. Je peux, parce que j'ai documenté la méta-connaissance historique, reconstituer par exemple l'histoire de Venise en ne prenant en compte que les documents écrits par les Vénitiens, ou en ne prenant en compte que par les documents écrits par des auteurs qui sont des 2 derniers siècles, ou l'inverse, ou n'importe quel autre critère. Vous reconstituez les faits historiques en filtrant sur les sources historiques. Quelque chose qui est très important et que le système permet de faire, c'est de faire la jointure entre plusieurs espaces fictionnels. Parce que si chacun crée ces différents espaces, eh bien vous avez évidemment un problème. Et donc il faut des mécanismes qui permettent de prendre l'espace qui a été créé par une équipe et l'espace qui est créé par une autre équipe ou par 2 processus différents et essayer de les mettre ensemble pour constituer un espace plus grand. Alors ça, c'est pas forcément évident. Et c'est un des grands défis de ce type d'approche. Et la technologie qu'on utilise en ce moment pour le faire, c'est de procéder en 2 étapes. De faire une réécriture de ces 2 espaces vers une ontologie pivot, comme on l'appelle, c'est-à-dire une ontologie plus large, pas très pratique à utiliser tous les jours, mais dans lequel l'ontologie de l'historien est traductible. Voilà. Et puis ensuite de détecter des entités et des relations identiques dans ces ontologies. Alors, pour les espaces fictionnels, une ontologie pivot, par exemple comme l'ontologie ISO CIDOC-CRM qui est utilisée dans certains milieux et qui a fait ses preuves depuis certaines années, c'est une bonne option. C'est une option que typiquement nous on utilise au laboratoire. De nouveau, ce n'est pas la seule. Il est tout à fait possible et nous voulons que ce système ne soit pas lié
au fait qu'il existe un langage universel pour décrire l'ensemble de ces connaissances. Nous ne faisons pas la supposition de ce langage, nous pouvons considérer qu'il existe plusieurs solutions. C'est simplement cette idée de passer par des ontologies un tout petit peu plus larges qui vont être assez variables et de tenter d'utiliser cet espace commun ensuite pour mettre ensemble les espaces fictionnels. Les règles de transformation, et c'est ça qui est intéressant, sont elles-mêmes décrites dans les standards du web sémantique. C'est-à-dire que quand vous transformez une ontologie dans une autre ontologie, eh bien cette opération, elle est également en fait faite avec les standards actuels. Ce n'est pas un autre logiciel que vous introduisez. Ça correspond simplement à réécrire des triplés dans d'autres triplés selon la méthode, je dirais, standard pour le faire. Donc, j'ai beaucoup insisté et je suis rentré un tout petit peu dans les détails pour vous montrer que cette extension permettant une métaconnaissance historique, chose extrêmement importante, est entièrement compatible avec les standards existants. Et ça va être important parce que ça va nous assurer potentiellement une pérennité de ces méthodes et ça va nous permettre de bénéficier de l'ensemble des progrès qui mondialement sont faits autour de ces technologies. Et pour forcer cette structure particulière de données, l'idée que nous essayons d'amener, c'est que les utilisateurs interagissent avec le système au travers d'une interface spécifique qui peut être une interface de programmation particulière, qui va leur simplifier la vie, ou qui peut être une interface utilisateur, qui va finalement rendre l'ensemble un peu verbeux de ces écritures entièrement transparent. Vous dites simplement que vous utilisez un livre qui a un auteur particulier, et automatiquement, le fait que c'est vous qui avez rentré cette information, le jour où vous l'avez rentrée, et un certain nombre d'autres informations peut être codé automatiquement selon l'interface que vous utilisez. Le modèle en tant que tel laisse libre la possibilité de créer ces interfaces de programmation, ces interfaces d'utilisateurs graphiques comme de manière différente pour différents groupes. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Donc, parce que ces opérations sont standardisées, elles peuvent être optimisées et parallélisées. Et un de nos chantiers pour les années à venir, c'est de travailler justement sur des architectures informatiques dédiées qui sont capables de traiter ce type de traitement de manière massive. C'est un problème mondial et donc il y a d'autres équipes qui travaillent là-dessus. Mais le fait que nous soyons restés dans les standards permet d'envisager ça de manière collective. C'est ça qui est intéressant. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste dire qu'on est en train de constituer un groupe de travail autour de ce modèle de transcription sémantique. Donc, si ça vous intéresse par rapport à vos propres problématiques, n'hésitez pas à nous contacter. On serait très heureux d'échanger à propos de ces idées. Et je vous remercie pour votre attention et suis prêt à répondre à vos questions.